Deux questions, Philippe. Tout ça pour ça, et est-ce qu'il vous a convaincu? C'est pathétique, en fait. C'est pathétique parce que c'est bien fait. C'est l'instituteur dans la cour d'école qui distribue les sucreries et qui dit, voilà, les PS, vous mettez à gauche, les LR, vous mettez à droite, les PS, vous aurez des sucettes, et les LR, vous aurez des pains au chocolat. Et il distribue les pains au chocolat et les sucettes. Le public qui regarde ça se dit quand même, quel budget. Il y a moins de dépenses, il y a moins d'impôts. Voilà. On ne parle plus de la dette, on ne parle plus de l'immigration, on ne parle plus de l'insécurité. On a l'impression que la France va bien. En plus, il s'en prend à ces garnements qui, dans la semaine, ont tenté de mettre le chahut dans toute l'école avec une motion de censure sur le Mercosur. Alors que tout va bien, l'agriculture se porte pas si mal que ça, tout va bien. Et donc, en fait, c'est ce que j'avais dit lorsqu'il avait pris ses fonctions. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, les chevaux roses, les chevaux blancs. Et donc là, on se dit, mais pourquoi il est intervenu? Alors en fait, il est intervenu, à mon avis, pour préparer le 49-3. C'est-à-dire, en fait, pour se dédire. Il est intervenu pour que les Français oublient qu'il avait promis de ne pas recourir au 49-3. Et c'est bien fait. C'est un exercice de camouflage. C'est la leçon de base pour tout prestidigitateur. Faire oublier d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Et donc, voilà, il y aura un 49-3, tout est arrangé avec le PS et le LR. Vous voyez ? Et en fait, les PS et les LR sont les deux stabilisateurs automatiques, comme on dit en économie, du bloc central. En fait, ça s'appelle un trimaran dans le milieu de la voile. Un trimaran, et avec deux flotteurs, un flotteur gauche, un flotteur droit. Ouais. C'est exactement le contraire de la Ve République. Ce que voulait le général de Gaulle, pour sortir de la 4e et de la 3e, c'était éviter les compromissions. C'est-à-dire les petits arrangements. Sur leur petite soupe, disait-il, avec leur petit réchaud, dans leur petite cuisine. La phrase de Gaulle. Et là, on a les petits réchauds, la petite cuisine, et on a le chef cuistot, qui vient nous dire, vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a une question en vous écoutant qui me vient naturellement à l'esprit et que probablement des millions de Français se posent. Pourquoi les partis dits de gouvernement ont si peur de retourner face aux Français? Oui, c'est une bonne question. Oui, oui. Alors, ils ont peur, dans l'ordre, de la motion de censure, parce qu'ils ont peur de la dissolution, parce qu'ils ont peur des urnes, parce qu'ils ont peur des électeurs, parce qu'ils ont peur de leurs électeurs. Pourquoi ? Parce que, en fait, de compromis en compromis, de compromission en compromission, comme ils n'ont plus de ligne, les électeurs les renverront chez eux. En fait, on est dans une situation binaire, où il y a d'un côté le camp national, ceux qui veulent défendre la France ou ce qu'il en reste, et de l'autre côté, le camp de l'anti-France. Pas besoin de l'identifier. Et au milieu, il y a tout un marais, comme il y a eu pendant la 3e et la 4e République, avec des gouvernements qui se font, qui se défont, des majorités qui se font, qui se défont, et pas de ligne. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de priorité. Or, là, la France, elle est au bord de l'abîme. Son pronostic vital est engagé puisqu'on est en train de changer de peuplement. Son pronostic vital est engagé puisqu'on a 3 milliards. 3 000 milliards. 3 000 milliards, 400 millions maintenant, bon, de dettes. Son pronostic vital est engagé puisqu'on ne peut plus sortir dans la rue. Il y a une insécurité grandissante et que les policiers sont démoralisés puisqu'ils sont pointés du doigt par un parti politique.
Le pronostic vital est engagé, puisque c'est surtout par là qu'il aurait fallu commencer. L'Europe est devenue une broyeuse. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer. Et que si on y reste, on va être broyé. Ce qu'il en reste, ce qui reste de nous, ce qui reste du corps social français. Et donc, en fait, là, c'est le moment de prendre de la hauteur, d'aller sur l'Aventin, de mettre la main en visière et de dire aux Français, on a des problèmes insurmontables à surmonter. Et donc, si on fait appel à l'unité des Français, c'est pas pour un consensus mou, c'est pas pour pratiquer le mentir vrai d'Aragon, c'est pour pratiquer la vérité, le discours de vérité. Justement, puisque cette émission, notre boussole, c'est de parler aux Français et parler du réel, je pense que vous avez tout dit sur ce discours du Premier ministre et que on attendra de voir dans les prochaines heures, les prochains jours, ce qui pourrait se passer. Et vous avez dit, d'ailleurs, cette émission, on n'aurait pas dû la commencer avec ça. On aurait dû la commencer par une autre information ô combien importante. L'Union européenne qui voudrait contrôler les exportations d'armement de la France. Le Parlement européen souhaiterait que la Commission puisse contrôler les exportations d'armement des pays de l'Union européenne vers d'autres États, une idée à laquelle s'étaient déjà opposées la France et l'Allemagne. Marine Le Pen a réagi. L'Union européenne, engagée dans une stratégie de guerre contre les souverainetés des États, ne s'arrêtera pas si nos dirigeants et nos parlements ne l'arrêtent pas. Que répondez-vous donc, Philippe de Villiers, sur ce sujet ? Il y a 2 événements hier. Il y a celui-là, mais il y en a un autre. On verra dans un instant. Oui. Parce qu'en fait, nous, là, et vous, les journalistes, et nous, les commentateurs et les éditorialistes, on regarde ce qui se passe en France, dans la petite cuvette. Mais il ne se passe rien ici. On ne fait que récupérer les eaux usées. Ce qui se passe, c'est à Bruxelles. C'est là que ça se passe. Et... désolé pour Marine Le Pen, mais quand elle dit il n'est pas question d'eux, etc., mais il faut qu'elle sache que ses collaborateurs lui expliquent, on est sur un problème juridique. C'est-à-dire, j'explique, la France, d'abord, est la seule nation européenne à avoir une industrie de défense indépendante des États-Unis. Les autres, ils achètent des F-35, y compris le Groenland, le Danemark, aux Américains. Donc ils dépendent des Américains. Nous pas. Nous pas. Bon, c'est une chance. C'est même, c'est ce qui nous reste en fait. C'est notre dernière indépendance. Et voilà qu'elle va être évidemment détournée par Ursula von der Leyen, la Commission de Bruxelles, qui veut contrôler les exportations d'armement, qui font vivre l'industrie d'armement. C'est une directive qui va être modifiée, d'après ce que j'ai compris. Et cette directive, elle va être modifiée, ensuite soumise au Conseil, mais votée à la majorité qualifiée. Et c'est là, enfin, c'est bien qu'il y ait des gens qui réagissent, comme Marine Le Pen, Jordan Bardella. C'est les seuls d'ailleurs qui ont réagi, les autres s'en foutent, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que, comme l'a dénoncé le général Pierre de Villiers il y a 2 jours sur cette antenne, il croit à l'armée européenne. Et Gérald de Villiers répond très justement, on ne va pas se faire trouver la peau pour la commission de Bruxelles. Voilà, la messe est dite sur l'armée européenne. Ils veulent faire une armée européenne, Von der Leyen veut faire une armée européenne, elle veut dépouiller l'industrie de défense française, et donc, en fait, c'est une directive qui va être modifiée et qui va être votée à la majorité qualifiée. Donc, en fait, la France sera bernique, comme pour le Mercosur. Majorité qualifiée. Quand vous n'avez plus le droit de veto, je dis ça pour LR, qui est le descendant direct de l'UMP, qui a fait voter le traité de Lisbonne, qui met fin au droit de veto. Quand vous n'avez plus le droit de veto, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Alors justement, face aux événements... Et là, on fera comme Macron, on pleurera, mais en uniforme, parce qu'il est magnifique. Et à la suite de la signature du Mercosur, Philippe de Villiers, et des convoitises américaines sur le Groenland, beaucoup de Français s'interrogent. L'Europe paraît moribonde. Mais du côté de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tout va pour le mieux. Ce week-end, elle signera le Mercosur, mais visiblement, elle l'a annoncé très fièrement, elle veut aller encore un peu plus loin. Écoutez.
L'indépendance de l'Europe bénéficie beaucoup de notre réseau solide et en croissance d'accords commerciaux. Ils aident à diversifier et à réduire les risques. Et dans ce contexte, samedi au Paraguay, nous écrirons l'histoire. Nous signerons l'accord de partenariat UE-Mercosur après 25 ans de négociations. Cela créera la plus grande zone de libre-échange au monde. Mais notre ambition va plus loin. Nous travaillons dur pour conclure nos négociations sous votre présidence avec l'Inde, de préférence à la fin de ce mois. Ainsi qu'avec de nombreux partenaires comme l'Australie, les Émirats arabes unis et la Malaisie. Donc, tout est bien considéré et ce n'était qu'un bref aperçu du sujet de la compétitivité. J'attends avec impatience la réunion informelle des dirigeants le 12 février, car ce sera l'occasion de faire le point sur ce que nous avons déjà accompli, mais aussi d'accélérer la mise en œuvre de notre agenda de compétitivité. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous avez dit plusieurs fois que le mur de Maastricht était en train de tomber. Pensez-vous que nous avons sous les yeux la mort de l'Union européenne ? Oui. Beaucoup de gens nous regardent, beaucoup de Français nous regardent de plus en plus nombreux. Je pense en ce moment à ceux qui nous regardent dans leur ferme, avant ou après la traite, qui viennent voir ces images. Madame von der Leyen elle vient d'annoncer non seulement qu'elle allait partir au Paraguay pour signer le Mercosur, l'affaire est réglée, mais en plus avec une arrogance, une condescendance, un mépris de la France et de son président, un mépris des tracteurs qui sont venus crier devant l'Arc de Triomphe « Ne nous laissez pas mourir ». Elle explique que c'est que le début. Elle explique qu'on va signer avec l'Inde dans le mois qui vient, c'est très avancé. Qu'on va signer avec la Malaisie, qu'on va signer avec les Émirats arabes unis, avec l'Australie, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde le monde aujourd'hui, qui est passé au protectionnisme, après avoir vécu sous l'empire du libre-échangisme, l'Union européenne est le seul espace marchand. Ce n'est pas un État, c'est un super État profond, dirigé par des fonctionnaires, des commissaires non élus. Un super État profond, c'est un espace marchand qui ne se protège pas. C'est le seul espace au monde qui ne se protège pas. Alors combien de temps ça va durer ? Parce que c'est dans son ADN, c'est un vice constitutif, ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Mais alors allons plus loin. Et je réponds à votre question. Je pense que l'Union européenne est atteinte de 3 fièvres mortelles, que je résumerai ainsi. D'abord, elle est née de l'OTAN, et née de l'OTAN, elle va mourir par l'OTAN au Groenland. Ensuite, elle est née de l'Europe agricole et elle va mourir par l'Europe agricole qu'elle a tuée de ses propres mains. Et enfin, elle est née fille de la paix et elle va mourir pour avoir fait la guerre ou tenter de faire la guerre en Ukraine, hors de ses frontières. En fait, pendant longtemps, ce que je disais, ce que nous disions, je n'étais pas le seul, ce que disaient les souverainistes. Et je pense en cet instant à ceux qui nous ont quittés, mais qui ont une parole lourde, forte, grave, historique. Ce que disaient les souverainistes n'était pas entendu parce que l'Europe était à l'état de promesse. Et quand vous êtes à l'état de promesse en politique, on n'écoute que la promesse.
on goûte pas le fruit. On attend le fruit. On est tellement sûr que le fruit sera succulent. Et puis voilà que beaucoup de Français, de plus en plus nombreux, c'est pour ça qu'en fait on est devant la question centrale de la présidentielle qui s'approche. Ce que les politiciens ne veulent pas voir, c'est la panique. Voilà que les Français de plus en plus nombreux regardent l'Union européenne et se disent mais où est la promesse? La promesse a été trahie. D'abord, la promesse de civilisation. Rien de moins. Il faut se souvenir de Robert Schuman, qui avait souhaité, avec d'autres, avec Gasperi, avec Adenauer, qui étaient des démocrates chrétiens, s'inspirer du vitrail de Strasbourg pour donner à l'Europe un sens, une mission d'unité, par la fidélité à ses origines mariales, avec un drapeau qui s'inspire du vitrail de Strasbourg, avec la Vierge auréolée de 12 étoiles d'or sur champ d'azur. C'était la fidélité aux racines chrétiennes de l'Europe. Or, aujourd'hui, l'Europe s'est détournée de ses origines, de ses racines. Le 10 décembre dernier, ça m'a beaucoup marqué. Je vous avais appelé pour vous en parler, Elliot. Finalement, on n'a pas pu traiter le sujet. J'étais bouleversé d'entendre Ursula von der Leyen déclarer dans une conférence de presse: il faut que nous aménagions, écoutez-moi bien, des voies sûres, des voies nombreuses, pour faire venir de nouvelles populations dont nous avons besoin pour l'économie. En d'autres termes, l'immigration n'est pas pour l'Union européenne aujourd'hui un problème à résoudre, c'est un projet. Et quand vous pensez qu'en 30 ans, on va passer de 550 millions à 480 millions d'Européens, pendant que l'Afrique va passer de 1,2 milliard à 2,4 milliards, on voit bien que le problème migratoire, il est devant nous. Non seulement l'Europe est incapable de le résoudre, mais elle l'aggrave. Tout ça pour faire plaisir à ceux qui veulent exploiter une main-d'œuvre pas chère, qui fait la plonge dans les restaurants, ou qui vient servir de nounou avenue Foch. Mais ça va plus loin. Il faut relire ce que disait Bertrand Chamoulot, qui a dit: les deux problèmes majeurs de l'avenir de l'Europe, c'est le narcotrafic, à cause des frontières qui n'existent plus, et les frères musulmans qui s'infiltrent partout, et qui s'appuient sur le nombre, qui s'appuient sur les soutiens de la Commission européenne, du Conseil, ce que montre très bien l'anthropologue remarquable Florence Bergeau-Blaclair. Des millions de subventions du Conseil, de la Commission du Conseil de l'Europe, avec des campagnes sur le voile, etc. Et puis il y a un état de droit qui, évidemment, brandit le délit islamophobie, pour fixer au sol toute personne qui voudrait porter une critique sur l'islamisme ou même sur l'immigration. Donc la promesse de civilisation, c'est une inversion. Maintenant, on va nous déciviliser, nous reciviliser, mais c'est plus la même civilisation. On passe de la civilisation christiano-occidentale à la civilisation arabo-musulmane. C'est l'affaire de 30 ans. Deuxième promesse trahie, c'est la promesse de la paix. On a fait 3 erreurs. L'Union européenne a commis 3 erreurs. La première, c'est de vouloir à tout prix que l'Ukraine entre dans l'OTAN, ce qui n'était pas acceptable pour la Russie. On aurait mieux fait d'écouter Kissinger, qui disait qu'il faut que l'Ukraine soit un pays neutre, un médiateur, un pays médiateur entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. C'est ce que voulait aussi le général de Gaulle. Deuxième erreur, les accords de Minsk, dont Hollande et Merkel ont dit on les a sabotés.
Ils l'ont expliqué. Alors que là, il y avait la paix au bout. Et troisième erreur, l'erreur fatale de Macron quand il a préparé la co-belligérance en voulant envoyer des soldats, après le cessez-le-feu, qui seront des cibles. Parce que quand vous êtes co-belligérant et que vous appartenez à une puissance nucléaire face à une puissance nucléaire, c'est une folie de se promener avec une boîte d'allumettes. La troisième promesse, c'était la promesse de prospérité. 27 juillet 2025, tous les Français auraient dû comprendre ce qui s'est passé. Je rappelle ce qui s'est passé. Un choc douanier, commercial, l'Europe étriée, Ursula von der Leyen qui sourit à Trump, alors qu'on aurait dû comprendre à ce moment-là qu'on n'était plus des partenaires, on n'était même plus des protégés, mais on était devenus des consommables. Ensuite, la déferlante chinoise, bientôt, quand vous roulerez à Vesoul ou à Vierzon ou à Honfleur, comme dit l'autre, vous serez en voiture chinoise. Bon. Et alors, le libre-échange systématique, qui fait que, par exemple, vous savez, quand Macron disait il faut récupérer nos médicaments, il ne faut pas qu'ils soient fabriqués en Inde. Là, avec ce qui va se passer avec le nouveau contrat avec l'Inde, on apportera les médicaments de l'Inde, les médicaments génériques. De même que sur l'Inde, personne ne fait attention, la canne à sucre, ça va détruire nos départements d'outre-mer qui fabriquent de la canne à sucre, etc. Et donc le résultat de tout ça, en termes de prospérité, c'est la fin de notre agriculture, c'est la fin de notre industrie. Ah oui, mais il y a le tertiaire, parlons-en. On est en train de perdre, Elliott, je crois, la grande bataille de la silicium économie. C'est l'économie de l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde des puces, dans la géopolitique des puces, l'Europe ne pèse rien. Et quant aux semi-conducteurs, l'Europe est maintenant dépendante des États-Unis et de la Chine. Voilà pour la prospérité. Et enfin, il y avait la promesse de liberté. C'était la plus importante. La liberté. Plus de frontières, un espace sans frontières, la liberté dans le monde, la liberté tout court, la liberté personnelle, etc. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous préparer? Le crédit social à la chinoise. On est en train de vous transformer en citoyen QR code sous liberté conditionnelle. L'euro numérique, le portefeuille numérique, on sera scannés, tous scannés, géolocalisés, suivis à la trace, si c'est ça la liberté, et évidemment empêchés d'agir, empêchés d'être libres, empêchés de parler. C'est ça, cette Europe qui est devant nous. Alors moi je dis tout simplement la chose suivante, c'est que si on veut redevenir un grand pays, pour retrouver le lien avec la promesse d'un grand pays, il faut récupérer notre pouvoir de faire la loi. Aujourd'hui, on n'a qu'un pouvoir de transposition des normes de Bruxelles. Et personne n'ose le dire. Tout le monde ment. Les députés s'agitent, ils font mine. C'est un simulacre. Deuxièmement, il faut récupérer notre pouvoir de rendre la justice. Aujourd'hui, ce sont les cours suprêmes qui rendent la justice et qui imposent leur jurisprudence. Troisièmement, il faut récupérer notre pouvoir de battre monnaie, parce qu'aujourd'hui, l'euro, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est l'oreiller qu'on met sur le réveil pour ne pas entendre l'alarme. 3 000 milliards de dettes. Et quatrièmement, le droit de déclarer la guerre ou de ne pas faire la guerre. Et c'est ce droit-là que Mme von der Leyen est en train de tenter de récupérer en ce moment. Voilà. Je vous ai dit un jour, et je vais vous répéter ce soir, une phrase qui est de mon cru et qui a fait rire beaucoup de politiciens au moment de Maastricht. Quand M. Barnier, on a regardé ensemble la vidéo, dit à un journaliste, Olivier Mazerolle, je crois,
Mazerolle lui dit « Mais vous allez défendre les égoïsmes nationaux ?» Et l'autre répond « Non, j'ai fait serment, j'ai prêté le serment de défendre l'intérêt européen, jamais l'intérêt national. » Et il est encore dans la vie politique, ce monsieur. Il faut qu'il retourne au plongeoir à ski. Et parce que c'est la France qui l'a fait plonger. Et la phrase que je vais vous répéter, que je vous invite à méditer, c'est tout simple. Le pouvoir, c'est quand on l'a.